Piocher dans toutes les solutions pour les adapter à soi-même. Cultiver l'avenir. Cultiver l'avenir. Le principe de la bio, c'est vraiment ça, c'est travailler avec le vivant. Cultiver l'avenir, pour moi, c'est indispensable d'aller toujours chercher de la formation, de l'information. Le réseau est là pour ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit tour dans les prés? Ouais. Une fédération, un réseau pour s'adapter au changement climatique et favoriser la biodiversité. Un podcast de la Fédération nationale d'agriculture biologique par Laure Sari. Épisode 12, l'agroforesterie, une histoire de coopération. Chez Gaël, dans la Nièvre. C'est le 5 novembre 2025. Je suis dans le train direction Moulins pour aller chez Gaël. Gaël, il s'est installé il y a 7 ans en élevage ovin dans la Nièvre. Chez Gaël, on sera rejoint par Lison du réseau Bio Bourgogne-Franche-Comté et ensemble, on va parler de coopération avec les arbres puisqu'on va parler d'agroforesterie. Ça va? Oui. Comment vas-tu? Ça va bien. Ouais? Des trucs dans le coffre. Ouais, je veux bien. Faut qu'il tienne à la verticale mon sac parce que j'ai amené des olives mais j'ai peur que ça se renverse. Ah coucou! Un petit chien! Comment il s'appelle? Est-ce que tu peux me dire où on va? Eh bien, on va à la vallée, à Neuville-les-Deux-Cises, sur ma ferme. La Nièvre, c'est un peu le berceau du charolais, la vache charolaise. C'est ce qu'on trouve le plus. Et un peu de culture, mais plus dans le nord du département. Et c'est quoi la spécificité de ta ferme par rapport à ce qu'il y a autour? Est-ce qu'il y en a une? Alors, il n'y a pas vraiment de spécificité dans le sens où j'élève des moutons et que le département de la Nièvre, par rapport à la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est le département où il y a le plus d'éleveurs de moutons déjà. Donc, j'innove pas grand-chose en fait en ayant des moutons dans le département. Bon, si, dans le sens où quand j'ai repris la ferme, c'était un élevage bovin charolais. Et donc, moi, j'ai tout changé et c'est en mouton pour le coup. Et c'était déjà en bio ou c'est toi qui as converti la ferme? Non, c'était pas en bio. C'était vraiment ma volonté à moi. Je pense que ça, c'est quelque chose que depuis tout petit, j'ai toujours eu des aspirations pour la nature. Et la nature, ça veut dire le moins possible d'entrants chimiques, quel qu'il soit. Donc pour moi, reprendre une ferme, ça allait de pair que ça soit en bio. Je pouvais même pas concevoir autrement en fait. Voilà. Du coup, est-ce qu'en 7 ans, tu as pu voir déjà une évolution du climat dans la région? Eh ben, alors je sais pas si j'ai pu voir puisque quand je suis arrivé en 2018, ça a été la première grosse sécheresse. Donc tout le monde me disait mais non, ça va pas durer, on n'a pas l'habitude de ça. Et en fait, eh ben voilà, moi quand ça a été le départ, mes brebis sont arrivées donc au mois d'août. Elles sont arrivées sur des paillassons, donc c'était complètement sec et on n'a pas eu d'eau avant mi-octobre. Donc ce que tu dis en fait c'est que t'as pas tellement vu d'évolution mais tu l'as constaté parce que quand t'es arrivé c'était dans le dur, les gens t'ont dit que ça allait pas durer et en fait ça fait 7 ans que c'est comme ça, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Voilà. Les agriculteurs disent qu'on a toujours une période un peu sèche sur fin juillet, début août où on se retrouve à avoir un peu de paillasson. Mais ça ne dure pas. Alors que là c'est plutôt 15 juin jusque 15 septembre minimum, ça peut aller jusqu'à octobre où tout est brûlé en fait. Il n'y a plus d'herbe du tout. Tu disais toi avant t'étais pas du monde agricole, tu faisais quoi? Alors avant non, j'étais fleuriste pendant presque une quinzaine d'années. Voilà, j'ai eu 2 magasins de fleurs. Et vu l'évolution justement de la fleur, où la fleur venait de plus en plus loin, on avait des fleurs qui venaient d'Équateur, des fleurs qui venaient du Kenya, ça n'allait plus du tout avec ma philosophie de vie, où c'est que j'aurais voulu trouver de la fleur française plus proche. Voilà. Du coup, j'ai préféré arrêter.
Voilà mon petit coin. C'est beau. T'as un petit étang. Voilà. Alors des tu vois, là, il y a eu un petit peu d'eau cet automne qui a fait remonter, mais cette année, il était complètement à sec. Ouais. Bon, on voit qu'il pourrait être plus haut quand même. Ah bah oui, là, il n'est pas du tout à son niveau. T'as 1 mètre de plus d'habitude, on dirait, non? Oh, presque, ouais. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, toi, finalement, t'arrives un petit peu plus tôt que prévu? Bah oui, finalement. On va un peu plus tard et comme ça, on est 5 pros. Donc je suis Lison, je travaille chez Bio Bourgogne-Franche-Comté, qui est une association du réseau bio qui intervient sur l'ensemble de la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Et moi j'ai plusieurs missions au sein de cette structure et là je suis là aujourd'hui plutôt avec ma casquette agroforesterie pour laquelle j'accompagne les agriculteurs de la région qui nous sollicitent pour soit des plantations, soit savoir comment gérer durablement leurs haies et leurs arbres. Voilà. Est-ce que tu peux décrire le paysage, s'il te plaît? Oui, alors on est face à un espace plutôt vaste et plutôt boisé aussi. Et face à nous, on a une grande prairie. J'imagine qu'avant c'était une unique parcelle. Et on voit bien, on distingue bien 3 espaces différents qui sont séparés par des plantations. Alors là, d'ici, je vois pas bien. Je sais pas si c'est une haie ou des arbres alignés, mais j'imagine que c'est plutôt des arbres. Voilà, et on voit dans la partie du milieu, donc il y a un grand arbre et des brebis qui pâturent. Et ouais, ce qui est assez surprenant par rapport à ce qu'on voit d'habitude dans des paysages qui vont un peu ressembler à du bocage finalement, c'est qu'il y a des arbres qui sont en plein milieu des parcelles. Ouais, ce qu'on voit pas d'habitude. Alors, nous dans le bocage bourbonnais, si, parce que regarde, tu vois comme voilà, en face, c'est plus chez moi, c'est donc les terres à ma voisine, et tu peux voir il y a des chênes un peu partout, comme ça. Et historiquement, il y a eu des arbres comme ça de plantés un peu partout dans les pâtures. Sauf que on sait plus du tout entretenir ces arbres et pour beaucoup c'est des arbres qui sont plus que centenaires, donc vieillissants. Une partie meurt, une partie, une bonne partie, les agriculteurs en font leur bois de chauffage, ou alors les taillent, je pense sans trop savoir les tailler, et finissent par mourir, alors qu'ils avaient vraiment une valeur bien spécifique, quoi. S'ils sont au milieu des pâtures comme ça, ils servent à quelque chose. Et ce que je me rends compte aussi, c'est que, pour en avoir l'exemple justement de chez ma voisine, c'est que les chênes, par exemple ceux que tu vois là en face, quand on est arrivé, il y avait une haie qui menait d'un chêne à un autre. Et en fait, le locataire a tout arraché les haies. Et voilà, en fait, on voit plus que les chênes. Il n'a pas arraché les chênes. Alors, je sais pas si c'est le cas dans toutes les parcelles, dans notre bocage nivernais et dans l'Allier, ou c'est ça. Mais en fait, je me pose un peu la question parce que il y a un truc. Pourquoi ces arbres sont en plein milieu comme ça? Et là, je peux dire que voilà, il y a 3 ans en arrière, il y avait une haie. Okay. Disons, est-ce que tu peux nous faire une définition de l'agroforesterie, s'il te plaît? Pour moi, l'agroforesterie, c'est tout ce qui relie l'arbre à la production agricole. Et du coup, par exemple, la haie fait partie des systèmes agroforestiers, puisqu'elle est associée soit à une parcelle de prairie, soit à une parcelle cultivée. Et après, on trouve aussi d'autres systèmes agroforestiers avec des arbres alignés, soit en bord de parcelles, comme pour Gaël, pour délimiter, soit carrément au milieu des parcelles, plutôt des parcelles cultivées. On trouve aussi d'autres systèmes, par exemple, qui associent des vergers avec du pâturage, qu'on appelle des pré-vergers. C'est moins courant dans notre région. Voilà, ça reste l'association d'arbres avec la production agricole. On va où là, Gaël? Et en fait, on va aller voir la haie qui a été plantée. Enfin, là, il y en a plusieurs, mais... Une des haies. Voilà, une des haies. En fait, c'est toute la même continuité, en fait, puisque ma ferme est toute entourée de bois, de forêt sur plus des 3/4. Et la seule partie où il n'y a pas de forêt, je suis en limite avec les autres agriculteurs. Et c'est là d'où viennent les vents dominants d'ouest. Donc, d'où l'idée de planter une haie pour me protéger vraiment de ces vents d'ouest qui sont, je trouve, de plus en plus violents.
oui, c'est beaucoup pour le vent. Et ensuite, le but, c'était que les arbres prennent le relais. Enfin, de ce que j'ai pu comprendre du système aussi un peu agroforesterie. La haie en premier lieu sur le vent d'ouest. Et ensuite, c'est tous des arbres en alignement qui sont donc tous les 50 mètres et qui seront là pour relayer en fait le fait que le vent est brisé déjà par la haie en fait. C'est pour ça que je voyais pas l'utilité de refaire des haies tous les 50 mètres, que les arbres suffiraient en fait pour continuer à briser le vent. Ok, ça évite que le vent il reprenne un peu, c'est voilà, ça ? Voilà, ouais. Ok. Bon, on est arrivé auprès des brebis. Oh bah écoute, là c'est que des agneaux qui sont nés au printemps. Ils sont grands. Et oui, une bonne partie vont bientôt partir à l'abattoir justement. Mais bon, voilà, ils sont encore dehors, ils se promènent. Et voilà, donc il y en a des noirs, des blancs, il y en a un peu de toutes les couleurs. J'aime quand il y a de la couleur. Qu'est-ce qu'ils regardent ? Ah, ils regardent Sally, non ? Ah bah ça se peut, oui. Puis elle a été élevée au biberon. Donc forcément, elle n'a pas pas le même tempérament. Oui, elle est toute seule, détachée du groupe, ouais. En avant, alors que les autres sont tous restés en arrière. Et elle crie. Ouais. C'est quoi comme race ? Alors c'est très très bâtardé, puisqu'au départ, moi quand je me suis installé en Texel. J'avais que des Texel en pure race inscrites et vu tous les problèmes que j'ai eus dès le départ, problèmes pulmonaires, problèmes de mise bas et tout. Je me suis mis à croiser, donc j'ai croisé avec du Suffolk. Bon, j'avais un bélier croisé Suffolk Lingadine, qui est une race suisse pour Lingadine, et d'où beaucoup de mes agneaux qui sont noirs. J'ai racheté une petite troupe de brebis limousines et j'ai croisé aussi avec des dorpeurs. J'ai un copain qui s'est installé en dorpeur. Et donc j'ai 2 béliers dorpeurs. Pour les agnelles, pour leur première mise bas, je mets du charmois dessus pour que ça passe bien, qu'il n'y ait pas de souci à la mise bas aussi. Donc ça fait assez multirace. T'as une belle biodiversité dans ton troupeau. Oui, oui, pas mal. C'est ta haie qui sépare la propriété. Voilà. Alors tu voulais nous en parler de cette haie justement. Elle est belle, non ? Regarde, elle est de 2023, t'as vu un petit peu ? C'est un bébé haie. C'est un bébé haie, oui, mais quand même, bébé... Oui, elle a bien poussé. Qui faisait même pas 50 cm, elle a une bonne partie, arrive déjà presque à 2 mètres, voire plus. Ouais. Donc je suis content. La première année, à l'année de plantation, donc il y avait un géotextile de mis au pied, mais vu qu'il n'y a plus de valorisation de la laine de mouton, j'ai mis ma laine de brebis au pied de mes haies. Voilà, ça a fait un paillage et du coup on voit que même il y a une très belle herbe parce que l'herbe prend le dessus maintenant sur la laine. Donc je pense que ça l'a bien aidé à reprendre et à pousser. Ouais, la laine de mouton, elle est de plus en plus utilisée en complément au paillage qu'on met habituellement au pied des haies. Donc toi, c'était un géotextile, mais on peut mettre aussi de la paille, du vieux foin, etc. Et la laine, elle va aussi avoir un effet répulsif contre les cervidés, donc c'est assez intéressant. Elle va maintenir l'humidité plus longtemps. Ouais, c'est très intéressant quand tu peux la valoriser, quand tu l'as sur place, quoi. Là, cette année, on nous a commencé à reparler qu'on pourrait peut-être vendre la laine, mais ça fait 2 ans, rien du tout, quoi. On n'a pas un appel, rien. Donc, on est bien content d'en faire quelque chose. Il y en a qui la compostent. Je trouve que là, justement, la mettre dans les haies, là, on la voit plus du tout, on voit plus rien. T'avais mis beaucoup de toison, beaucoup d'épaisseur ? Oui, quand même pas mal. Ouais. Il y avait une épaisseur, il y avait bien 20-30 cm par endroit. Ah oui, quand même. Là, on voit plus rien du tout. Non. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as mis comme espèce dans cette haie et comment tu as choisi ? Alors, j'ai pas choisi grand-chose au niveau puisque c'est un pépiniériste qui est pas très loin de chez moi et qui connaît très bien son travail. Donc, c'est lui qui a fait le choix des espèces en fonction de ce qu'il avait aussi. Puisque moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est d'avoir des végétaux plutôt locaux. Donc, c'est un peu libre choix à lui. Au niveau des haies, il y a du cormier, de l'érable champêtre, il y a de la lisier, des cornus, il y a eu de l'églantier, cornouiller. Il y a peut-être une trentaine de variétés.
Toi, tu sais, Lison, comment on choisit les espèces qu'on va mettre dans une haie ? En fait, nous, quand on accompagne les agriculteurs, quand on fait des rendez-vous individuels pour concevoir les projets avec eux, déjà, on n'a pas de schéma préconçu. On leur propose une liste. Alors bon, c'est souvent en lien avec les essences qui sont éligibles au financement en lien avec la plantation. Donc cette liste, elle a été établie à l'échelle régionale pour garantir que les essences soient adaptées au contexte local. Et après, ce qui va influer le choix des essences, c'est déjà quel profil de la haie on veut. Est-ce qu'on veut une haie haute, une haie moyenne, une haie basse ? Et du coup, en fonction de la forme des essences, la taille à l'âge adulte, et déjà on peut composer avec ces étages-là. Et après, chaque essence, elle va être plus ou moins adaptée à certains types de sols. Il y en a qui vont être très adaptables à tout type de sol de la région. On a d'autres qui vont préférer des sols acides, des sols calcaires. Et puis il y a des essences qui n'aiment pas du tout l'hydromorphie. Donc on va éviter ça dans les parcelles humides. Voilà. Et après, on panache en termes de nombre d'essences. On estime qu'une haie, elle va avoir son caractère fonctionnel pour accueillir la biodiversité à partir de 10-12 essences. Donc quand on en a minimum 12, c'est déjà très bien. Et là, sur cette haie-là, Gaël, est-ce que tu avais choisi des arbres de Auget ? Oui, tu vois, comme là, il y a un tilleul, il y a du cerisier à fleurs, il y a de l'orme de Lutèce. Du coup, là, l'idée de cette haie, c'est de faire une haie haute pour briser le vent. Et donc, le profil de la haie, au final, il y aura des buissons, donc des espèces buissonnantes pas très très hautes, des espèces arbustives et puis des augets. Et en général, quand on plante des augets dans la haie, on les met tous les 10 mètres à peu près. Et à terme, quand la haie sera grande, les houppiers des grands arbres vont se rejoindre les uns les autres et ça fera cette fameuse continuité horizontale. Tu as parlé de rendez-vous individuels que vous prenez avec des agriculteurs qui veulent planter des haies sur leur ferme, qui ont des projets en tout cas de haies. Est-ce que tu peux nous dire comment vous les accompagnez ? Comment ils peuvent se rapprocher de vous chez Bio Bourgogne-Franche-Comté ? Ce qu'on propose, c'est d'aller sur la ferme et sur un temps individuel, on va réfléchir ensemble au projet. En fait, souvent, l'agriculteur, il a un peu une idée de ce qu'il veut faire, mais on a besoin quand même de repréciser. On va regarder sur une carte et puis après sur le terrain aussi comment en fonction de la parcelle, du parcellaire, ce qui serait le plus judicieux de planter. Tout à l'heure, on parlait du pépiniériste qui connaissait son métier. Voilà, chacun son métier. Nous, ce qu'on va apporter, c'est des clés de réflexion, de dire, la liste des essences possibles, qu'est-ce que toi tu préfères, est-ce que tu veux une haie qui produise des baies pour la biodiversité, est-ce que tu veux une haie brise-vent. En fonction de l'objectif du projet, on va plutôt orienter les choix, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. Après, c'est vraiment en fonction du choix de l'agriculteur. Et après, on va aider sur le montage du dossier financier pour les aides, pour permettre à l'agriculteur d'avoir des subventions pour planter sa haie. Et ensuite, on peut accompagner aussi après la plantation pour venir voir comment la haie s'est comportée, est-ce qu'il y a des choses à revoir en termes de paillage, est-ce qu'il faut arroser, est-ce qu'il y a des essences qu'on peut recéper pour que la haie se regarnisse bien en largeur. Voilà, un accompagnement au fil de l'eau. Toi, Gaëlle, tu as été accompagnée avec le plan de relance qui s'appelait Plantons des haies. Donc, c'était juste à la sortie du Covid et c'était des financements européens. Donc il y avait énormément de pièces à fournir pour faire la demande de subvention. Et là, actuellement, il y a d'autres dispositifs qui existent, notamment un dispositif national qui s'appelle le Pacte en faveur de la haie. Et justement, les pouvoirs publics ont un peu essayé de simplifier les choses pour limiter le travail administratif. Est-ce que tu peux nous en parler du pacte ? Ouais, le pacte en faveur de la haie, donc c'est un dispositif qui a été lancé au niveau national avec des grosses ambitions au niveau de linéaire de replantation de haies à l'échelle de la France, mais aussi qui avait pour ambition de favoriser des filières durables de gestion des haies. Et donc sur plusieurs volets, il y a eu pas mal donc déjà des objectifs chiffrés et puis des financements qui étaient mis en face. Et je parle un petit peu au passé parce que le pacte en faveur de la haie s'est lancé l'année dernière, où on a pu accompagner pas mal de dossiers de plantation, où ils étaient pris en charge à 100% sur tout l'aspect plantation de haies. Et cette année, au regard des restrictions budgétaires que tout le monde connaît, le volet aide à la plantation a complètement disparu. Et maintenant, le pacte se recentre plus sur la filière valorisation,
avec, là, pour le coup, il y a de l'accompagnement à la gestion durable des haies. Il y a des financements pour nous, structures qui accompagnons les agriculteurs. Et puis pour les agriculteurs, il y a des dispositifs d'aide à l'investissement pour du matériel spécifique à l'entretien des haies, par exemple. Ça veut dire quoi, gestion durable de la haie? Vaste programme. Mais oui, mais c'est une des questions importantes en vrai, c'est que c'est vrai. Planter des haies, c'est bien, mais après j'imagine qu'il faut les entretenir pour qu'elles jouent leur rôle. Et en quoi ça consiste et ça veut dire quoi gérer durablement une haie? Oui, tu fais bien de dire la distinguo entre gérer et entretenir. En fait, une haie, l'idée de la gérer durablement, c'est qu'elle dure dans le temps et qu'elle puisse assurer toutes ses fonctionnalités et se régénérer pour toujours exister, parce qu'un arbre dans son cycle de vie, il arrive en fin de vie, il peut dépérir, mais si on gère correctement la haie, en fait elle peut se régénérer quasiment à l'infini. Il y a un enjeu à replanter des haies parce que les haies disparaissent, mais elles disparaissent aussi en dépérissant. C'est pas que par l'arrachage des haies qu'on a un phénomène de disparition. Et donc la gestion durable, c'est tout un ensemble de pratiques qui permettent justement aux haies d'assurer leur fonctionnalité, d'assurer les services qu'elles vont rendre au système agricole entre autres, et de se régénérer. Donc ça veut dire qu'on peut venir récolter une haie. Donc on va venir par exemple sur un tronçon de plusieurs mètres, on va venir récolter les arbres qui composent la haie, et ça va permettre à la haie de se régénérer et de repousser, de se densifier et de recontinuer son cycle de haie qui va pousser dans le temps, quoi. C'est quoi les fonctionnalités des haies? À quoi ça sert d'avoir des haies? Celle qui est faite là, c'est vraiment pour briser du vent. Après, amener de la biodiversité, que ce soit les oiseaux qui puissent venir nicher dedans. Et ça apporte aussi de l'ombre à mes brebis qui seront de l'autre côté. Après, les autres intérêts de la haie, c'est aussi que je peux couper des branches pour nourrir les animaux. Oui, elle a aussi un rôle pour limiter l'érosion des sols. Alors là, ici, on est sur une prairie, donc il n'y a peut-être pas trop de problème d'érosion, mais parfois on peut choisir d'implanter des haies dans des zones qui sont sensibles à l'érosion du sol. Elle va aussi avoir un rôle de filtration de l'eau, de séquestration du carbone. Il y en a tout un tas en fait de fonctionnalités. Pour en savoir plus sur les haies et leurs fonctionnalités, on vous invite à écouter l'épisode avec Sophie dans l'Aisne de la saison 2. L'objectif, c'est ça, c'est faire de l'ombre, nourrir les animaux, amener de la biodiversité, mais ça va de pair avec le reste. Puisque moi, l'idée de base, déjà, c'était d'apprendre à cultiver l'herbe. Parce qu'en fait, je m'aperçois quasiment personne ne sait cultiver l'herbe de la prairie naturelle. On commence un petit peu à savoir, mais la plupart du temps, quand il y a plein d'agriculteurs, ils savent même pas de quoi est composée leur prairie au niveau des différentes essences. Donc, alors que pour moi, c'est le b.a.-ba. Et en apprenant à cultiver cette herbe, j'ai l'impression de rien inventer, parce que quand j'étais gamin, j'adorais regarder les reportages animaliers type Tanzanie, Kenya. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas, les zèbres et les gnous? Du pâturage dynamique en fait. On n'a absolument rien inventé. Et il y a encore des personnes qui sont un peu récalcitrantes à ça. Alors que je me dis, mais les zèbres, les gnous, les bisons, tout le monde migre, bouge par troupeau pour se nourrir. Et il n'y a que nous, toujours supérieurs à tout le monde, où on fait du pâturage, où on lâche nos vaches au 10 mai. Et puis on les récupère au 15 novembre. Elles ont été quasiment toute l'année sur la même parcelle. Donc, et la plante, à quel moment elle a été considérée? C'est la première des choses. Avant d'apprendre à élever des animaux, il faut déjà qu'on apprenne à cultiver ce qu'on a, c'est-à-dire notre prairie naturelle. Surtout, je me fie de plus en plus à mon expérience, parce que c'est quand même super compliqué avec toutes ces sécheresses, ces températures super hautes d'un seul coup, savoir à quel moment il faut rentrer nos animaux sur la parcelle et les sortir, mais c'est un truc à s'arracher les cheveux en fait.
Si on a envie d'optimiser une repousse et de penser seulement à la plante, qu'elle ne soit pas en état de souffrance quand le soleil arrive. On sait que quand elle fait plus que 3 cm, le sol il monte au niveau de température jusqu'à plus de 25 degrés, je crois. Si on a 10 cm, en dessous, ça ne chauffe qu'à 15 degrés. Si on apprend déjà à cultiver nos sols, mieux nos sols plutôt que l'herbe, c'est peut-être ça en fait. On fera un grand pas. Je parle aussi pour moi, parce que des fois je me dis mais t'es vraiment trop con parce que t'as encore voulu faire ça, t'as voulu laisser un jour de plus tes brebis pâturer et voilà, ça met beaucoup plus de temps à repartir derrière. Je pense que ce qu'il faudrait vraiment qu'on écoute, c'est les animaux. Parce que je m'aperçois que les brebis, quand elles sont sur une pâture, vu que c'est très gourmand, quand elles arrivent dans une parcelle, elles mangent déjà tout de suite le meilleur. Ce qui est logique. Bah oui. Quand elles restent une semaine, c'est le premier jour qu'elles ont mangé le meilleur, ou voire les 2 premiers jours. Puis après, elles mangent les restes. Donc c'est déjà moins bon, c'est moins appétant. Enfin, c'est toute une dynamique en fait qui est là. Parce que si je les passe dans la parcelle d'après, la prairie, là où je les enlève, elles repartent très vite. 3 jours, pour moi, je trouve que c'est l'idéal. Non seulement pour l'animal, pour l'herbe, mais aussi pour mes arbres. Parce qu'en fait, très vite, les animaux s'ennuient sur les parcelles. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent leur tête à travers le grillage pour manger les protections, pour essayer de tirer justement ce qu'ils peuvent chipper d'une place de l'autre. 3 jours, ça va. Mais au-delà, ça commence à devenir le bazar. Dire qu'on a failli venir un jour de tempête. C'est quand même mieux aujourd'hui. Je suis bien contente qu'on ait attendu. Là, c'est début du soleil couchant. Il est 4h30, bientôt l'heure dorée. Alors, il y a une lumière dorée qui inonde tous les champs de Gaël. On a parlé de coopération entre humains dans le premier épisode de cette saison. Et avec Gaël et Lison, on vient de parler de coopération avec les végétaux. Avec les arbres d'abord, on a vu que les arbres isolés et les haies offrent tout un tas de fonctionnalités qui accompagnent l'agriculture, surtout en contexte de changement climatique. Pour approfondir, écoutez l'épisode avec Sophie, et pour connaître les accompagnements proposés chez vous, rapprochez-vous de votre réseau bio local. On a aussi parlé de coopération avec la prairie, de prendre soin de la plante, notamment en écoutant les animaux. Ce que je retiens de cette rencontre, c'est que, comme pour l'installation, débuter en agroforesterie, ça nécessite d'être accompagné et conseillé, car ça ne s'invente pas, c'est un métier. Grâce notamment au pacte haies, mais pas que, les projets peuvent être accompagnés et financés pour adapter les fermes au changement climatique et créer des alliances interespèces favorables à l'agriculture d'avenir. Cultiver l'avenir, un podcast de la Fédération nationale d'agriculture biologique.